Bien, ben, je vous remercie. On va passer au papier suivant. Donc là, on va parler maintenant d'investigation des modes propres d'une hélice. Donc c'est Marez Saïd Mohamed de DGATH. Merci. Bonjour à tous, je suis Marez Aït Mohamed de DGATH, de la division expertise et simulation. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une analyse vibratoire en eau qui s'intitule précisément les investigations des modes propres d'une hélice marine, application d'un couplage structurel acoustique pour l'extraction des modes propres en eau. Donc la présentation s'articule autour de... Pardon, ça s'est éteint. Donc, je disais, la présentation s'articule autour de trois parties. Une première partie dans laquelle je vais expliquer rapidement le contexte ainsi que l'objectif de la présentation. Ensuite, dans la deuxième partie, c'est le point numéro 3 du sommaire, dans lequel je vais exposer le couplage ou la méthode mise en œuvre basée sur un couplage structural acoustique pour identifier le comportement vibratoire libre d'une hélice marine. Je vais par ailleurs expliquer le modèle de fluide acoustique qui a été utilisé afin de modéliser l'apport de l'effet inertiel dans ce type de couplage. Et finalement, la troisième partie, donc c'est les points numéro 4, 5 du sommaire, dans lesquels je vais comparer les réponses modales en air et en eau, en employant le même couplage, mais avec deux solveurs différents. Il s'agit d'Abacus et Actran, afin d'identifier les modes propres, donc en termes de fréquences propres, mais également des déformés modales, et une tentative ou une première approximation pour estimer la masse ajoutée des modes calculés en eau. Les confrontations sont faites sur deux géométries d'hélice, une hélice au réel, environ 1 mètre de diamètre, et une deuxième hélice de l'ordre du modèle. Donc on est environ sur des hélices de 25 cm. Et finalement, je conclue par une conclusion qui reprend les points importants qui découlent de cette démarche de couplage, et d'en tirer les points qui s'avèrent importants pour dupliquer cette méthode sur des structures différentes, par exemple des coques composites. Donc, afin d'apporter des éléments de contexte, ici je vous présente une schématisation d'un couplage fluide-structure. Donc ce type de couplage s'avère dans certaines conditions, pour certaines situations, intéressant, parce que ça permet d'évaluer, utiliser pour évaluer par exemple la durée de vie ou voir le bruit. Et donc dans ce contexte-là, quand on s'intéresse à une structure vibrante due à des excitations de type harmonique dans un volume fluide globalement en repos. Par la suite, l'application des analyses fréquentielles basé sur un couplage fluide-structure faisant appel à un modèle de fluide acoustique permet de remonter à la réponse en vibrations forcées, donc les vibrations forcées sous des sollicitations forcées de type harmonique de la structure, mais également ça permet de calculer les fluctuations de pression dans le domaine fluide et par conséquent le niveau de bruit. Donc on peut par la suite simuler, si on veut pousser encore la simulation, en gardant les mêmes hypothèses de ce modèle, on pourrait simuler le niveau de bruit rayonné, caractérisé par exemple pour un critère qu'on utilise, le SPL, pour le Sound Pressure Level. Et puis après, on va apporter des étirations pour satisfaire des critères qui sont, en tout cas chez nous, dictés par les dessinateurs des hélices. Et donc l'objectif de ce travail, ou de cette approche proposée ici, c'est l'extraction des modes propres, particulièrement pour ce cas-là d'une hélice marine en eau, en appliquant un couplage fluide-structure. Comme je disais, encore une fois, c'est un fluide acoustique. Donc, on avait commencé par essayer de générer le domaine fluide, mais en utilisant uniquement la géométrie de l'hélice, pour des raisons de modélisation, pour pouvoir appliquer simplement le couplage au niveau de l'interface. Ici, on est sur des maillages principalement volumiques pour ces cas tests, où la condition de couplage s'applique sur l'interface des deux maillages. Donc on a deux maillages de physique différentes, un maillage structurel, et en face on génère un domaine fluide à partir de cette géométrie.
Également, on a procédé à cette méthode ou à cette façon de faire pour garder le ratio diamètre du domaine fluide par diamètre hélice constant, quelle que soit la taille de l'hélice, ce qui permet d'aller vérifier plusieurs géométries d'hélice en jouant sur les paramètres connus de l'hélice, de la forme des pales. Pour réaliser ces calculs, le solver utilisé, c'est le solver Abaqus, mais néanmoins, des confrontations ont été réalisées avec un solver, ce qu'on appelle un solver métier. C'est un solver Actran. Initialement, c'était une Astron Anix, mais maintenant, il y a un apport avec des modèles fluides beaucoup plus avancés par rapport à ce qu'il y a dans Abaqus. Et surtout, c'est un solver métier où toute la partie qu'on a essayé d'automatiser sous Abaqus, elle est déjà faite. Mais l'objectif, c'était pareillement de confronter ces deux solvers et en termes de modèles implémentés dedans, ce qui rajoute de la fiabilité dans les différentes simulations qu'on est en train de réaliser. Donc, par ailleurs, pour pouvoir garder une confrontation à isomaillage, tous les maillages ont été réalisés sous Abaqus, CAE 2020, la version 2025, et par la suite exportés vers Actran, réécrit au format Nastran. Nastran, je précise le format Nastran MSC. Donc, concernant la mise au place du couplage, le couplage, comme ici, je le présente, on s'intéresse à un modèle structurel dans lequel on a un maillage volumique de la structure, souvent quadratique, pour pouvoir capturer une bonne raideur en flexion. Comme ce genre de géométrie, même avant de faire des calculs, on savait qu'on avait des modes qui vont apparaître en flexion. Enfin, naturellement, c'est les modes de flexion qui apparaissent en premier. Donc, c'est un problème résolu avec une résolution de type modal, dans laquelle on a besoin de la raideur et de la masse de la structure, d'où le besoin de mailler soigneusement la structure afin de garder une bonne représentation de la raideur réelle de la géométrie des pales. Et vu la complexité de la forme, ici en l'occurrence une forme, je dirais simpliste par rapport aux formes dessinées en fonction des critères hydrodynamiques, mais néanmoins on ne pourrait pas s'affranchir de mailler avec des éléments tétraédriques. C'est pour ça, dans la plupart des maillages qu'on est en train de réaliser, on se base que sur des maillages quadratiques, parce qu'on avait comparé avec des cas qui ont été initialement confrontés à des mesures, et donc on se positionne principalement sur des maillages quadratiques. Ensuite, le modèle fluide, on l'a réalisé à partir, comme je disais, à partir de la géométrie de l'hélice, ce qui permet d'aller récupérer les surfaces de contact plus simplement, parce que sinon ça devient un travail redondant d'aller récupérer toutes les surfaces et venir appliquer une condition de contact qui permet de réaliser ce couplage. Et donc, ça se fait par le biais de cette interface flexible qui est très sensible à la qualité du maillage, parce que parfois, on peut obtenir des résultats et avec des paramètres, on arrive à voir que le couplage a mal fonctionné. Donc, concernant le modèle fluide, l'objectif, c'est d'aller explorer tel qu'il est présenté dans Abaqus pour essayer de comprendre les hypothèses basées sur ce modèle. Et donc, en tout cas, le solver tel qu'il est présenté dans Abaqus, on a un terme de gradient de pression, une correction visqueuse et un terme d'inertie. Donc, dans toutes les comparaisons qu'on avait faites, pour le moment, on ignore les corrections visqueuses parce qu'il y avait une difficulté d'aller identifier cette correction visqueuse qui est modale, donc qui dépend de la fréquence et donc qui dépend des déformés modales. Donc, on est en train d'essayer de voir comment proposer une équation qui permet de reprendre ça en l'injectant dans le solver Abaqus. Et finalement, le solver permet de coupler les deux domaines, et d'aller chercher des fréquences en eau. Un peu plus en détail du solver du Abaqus basé sur le modèle de fluide acoustique. En fait, au début, on voulait comprendre, parce que nous, ce qui nous intéressait, c'est d'aller simuler cet effet inertiel. Et on avait le choix, soit de le faire par un fluide visqueux, fluide potentiel, ou éventuellement un fluide acoustique. Donc là, le choix s'est porté pour une exploration de ce fluide acoustique. Et en cherchant plus en détail la nature de ce fluide, finalement, ça consiste à décomposer le champ de pression, la vitesse et la densité en partie constante et une partie fluctuante, injecter cette décomposition dans les équations de Navier-Stokes,
appliquer les hypothèses de fluide non visqueux, petite perturbation, fluide globalement en repos et compressible, que je n'ai pas noté ici. Et on injecte ces hypothèses dans les équations de Navier-Stokes et donc on obtient l'équation de continuité et l'équation de l'air. Avec ces deux équations-là, à ce stade-là, on n'arrive pas à le résoudre parce qu'il manque une équation pour pouvoir fermer le système. Et on rajoute une hypothèse qui permet de relier, de présenter une proportionnalité entre la fluctuation de la pression acoustique avec la densité en passant par la célérité au carré. Et au final, en linéarisant les équations, on obtient une équation d'onde qui traduit la propagation d'une onde acoustique dans un fluide. C'est la raison pour laquelle on verra par la suite que pour ce type de couplage, le maillage acoustique est valide pour une certaine fréquence, donc pour une fréquence maxi qu'on vérifie en fonction des modes propres extraits par le logiciel. Et la deuxième équation, ce n'est qu'une réécriture de l'équation de l'air, ce qu'on avait supposé au début de ces calculs, où on retrouve la proportionnalité entre le gradient de pression et le terme inertiel, parce qu'on cherche en fait à bien simuler cet effet inertiel qui est censé réduire les fréquences en eau. Et donc finalement, après avoir un peu retravaillé les équations de Navier-Stokes avec les hypothèses de fluide acoustique, on a su que finalement le solver Abaqus est basé sur un peu une transformation gymnastique des équations de Navier-Stokes. Concernant les modes en air, comme je disais tout à l'heure, c'est des couplages qui sont très sensibles au type du maillage. Donc l'hélice, ici, d'abord on voulait identifier la réponse vibratoire libre en air pour pouvoir se positionner et voir l'apport de l'effet inertiel. Donc on a commencé par mailler avec des éléments tétra, quadratiques, comme je disais, pour aller chercher la raideur en flexion, mais on a opté pour une formulation corrigée. Cette formulation permet d'améliorer la stabilité du modèle numérique et une meilleure précision des résultats obtenus. Et donc, on est sur 4 points d'intégration. Et un effort de maillage, parce qu'on voulait avoir des éléments hexa qui sont nettement meilleurs que les éléments tétra. Donc là, on a opté pour une formulation réduite afin de réduire le temps de calcul. Donc là, l'usage des éléments réduits permet de diminuer le temps de calcul par un facteur 2. En R, on le voit moins, mais en eau, cette réduction de temps de calcul permet vraiment de gagner beaucoup de temps en calcul. Et donc, les premières fréquences en air apparaissent autour de 52 Hz pour les modes de flexion, suivis par des modes de flexion transverse. Et on avait trouvé des résultats équivalents sous le solver Abaqus. Donc, Abaqus emploie une résolution modale de type Lanczos en termes des équations du solver. Et Actran, c'est plutôt basé sur la solution 103 de Nastran, MSC. Par rapport au mode en eau, comme je disais tout à l'heure, dans le solver, il y a la réécriture de l'équation de l'air, mais il y a une autre équation qui dit que la propagation des ondes acoustiques. Donc la formule que vous voyez ici, ça découle de la première équation qui permet de vérifier le maillage et de vérifier en termes de validité pour une fréquence maxi, donc, qui dépend de la célérité utilisée dans les calculs, mais également du nombre de nœuds par longueur d'onde et la taille maximum du maillage. En termes d'éléments, donc on est sur un mix d'éléments hexa et tétra quadratiques. Et ici, pour des éléments de type acoustique, on est sur les deux éléments on est à 8 points d'intégration par élément. Et donc, sans surprise, on retrouve plus ou moins les mêmes déformés modales, sauf que là, les pales d'hélice voient le même mode successivement. Et on est sur des premiers modes de flexion autour de 33 Hz. Sous Actran, c'est légèrement un peu plus élevé, mais on pense que Actran surestime légèrement la raideur. Ceci est dû à l'exportation du maillage Abaqus vers Actran, parce qu'on avait trouvé que finalement Actran crée un maillage fluide de type acoustique surfacique pour pouvoir appliquer son couplage. Contrairement à Abaqus, on a vraiment une condition de contact qui est sensible au maillage des deux domaines. En termes de confrontation R-O, sans surprise, comme je disais, pour les résultats en R, on est de l'ordre de 2-3% de différence. Par contre, pour les résultats en eau,
Certes, on a trouvé que les deux solveurs baissent significativement les fréquences en eau. On est sur des diminutions qui sont de l'ordre de 50% pour les modes de flexion, jusqu'à 30 ou entre 30 et 40% pour les modes de torsion. Néanmoins, parfois, l'exportation des maillages vers Actran crée parfois des surprises. Donc on se pose des questions sur comment Actran, avec son solver basé purement du Nastran, comment il interprète par exemple des conditions limites, les types d'éléments, le nombre de points d'intégration, que nous, parfois, on optimise avec des formulations améliorées, parfois en réduisant un peu le nombre de points d'intégration, mais sans remettre en question la précision du modèle. Et donc, une fois que ces comparaisons ont été faites, on voulait en fait exprimer l'effet inertiel par une formule analytique qui permet de traduire cet effet en termes de masse ajoutée. Donc, du coup, on avait proposé un ratio, on avait introduit un ratio de réduction des fréquences. Ce ratio, lorsqu'il vaut 1, ça veut dire qu'il y a un problème de couplage, donc c'est un moyen rapide. Quand le logiciel il crache les résultats, ça permet, avec des programmes automatiques, de vérifier est-ce que le couplage a fonctionné ou pas. Quand ça ne fonctionne pas, donc on sait d'où le problème vient. Donc, comme je disais, principalement les maillages au niveau de l'interface. Et ensuite, une réécriture de ce ratio en remplaçant les expressions analytiques des fréquences en air et en eau et en ajoutant un terme de ce qu'on appelle de masse ajoutée. Et on développe les équations. On trouve l'équation de ce ratio qui dépend de la masse structurelle et de la masse ajoutée. Donc c'est un moyen qui permet d'évaluer d'une façon grossière cette valeur de masse ajoutée, au lieu de parler à chaque fois d'effet inertiel, et de pouvoir comparer entre les différentes configurations d'hélices. Et donc on voit clairement que cette masse ajoutée ne dépend pas de la taille du domaine fluide, qu'ici, ça je ne l'ai pas dit, on est souvent sur des ratios de diamètre de 2 entre la taille du domaine fluide et la taille du domaine structurel. C'est pour des raisons de convergence de la solution numérique. Parfois on peut aller jusqu'à 2,5, mais le coût numérique est exponentiel, donc ça fait exploser les temps de calcul. C'est la raison pour laquelle ici, pour ces exercices de comparaison et de validation de code, on est sur un ratio de 2. Donc on estime que la convergence, en fait, on était entre 10 et 15% si on triple le temps de calcul. Et finalement, le delta fourni, dans certaines situations, et en l'occurrence pour cette hélice-là au réel, il semble plus stable sous Abaqus. Ceci est peut-être lié au maillage interprété par Actran, qui parfois, ça arrive de surestimer la raideur. Donc ça change légèrement les coefficients, les résultats numériques, et ce delta-là utilise les résultats numériques obtenus dans les simulations pour pouvoir le calculer. Rapidement, j'aurai 2 diapos sur une hélice au modèle. Là, on est sur une hélice de dimension qu'on a l'habitude de tester au tunnel de cavitation. Donc l'approche présentée précédemment, c'est la même, en termes de couplage, en termes d'hypothèses appliquées à ce type de calcul. Ici, par exemple, c'est un cas où on utilise une paroi rigide. Il y a des cas, quand on aller encore plus loin dans les calculs forcés, ça peut arriver qu'on vient poser ici des éléments infinis afin de simuler un domaine infini. Mais là, pour le moment, comme on cherche uniquement à capter l'effet inertiel, on ne va pas alourdir la simulation avec des éléments infinis, mais on arrive à les superposer sur le maillage acoustique. Et quand on fait des réponses vibratoires en régime forcé, là, on arrive à bien propager l'énergie acoustique, parce que pour ces cas-là, l'énergie acoustique ne quitte pas le domaine, ce qui signifie que l'accélération est nulle ici, et par conséquent, quand on regarde l'équation utilisée dans le solver, ça revient à dire que le gradient de pression est nul sur la paroi. Donc là, je vous présente quelques déformés modèles. Donc sans surprise, comme l'hélice tripale au modèle, c'est souvent les modes de flexion qui apparaissent en premier. On a l'impression qu'il y a 10 modes, mais en vrai, il n'y en a que 2. En fait, en eau, les pales voient la même déformée modale, toutes les pales à tour de rôle. Et par rapport à l'hélice au réel, ici on commence à apercevoir des modes de torsion pour des hélices de petite dimension. Donc on est amené à encore réduire la taille
du diamètre de l'hélice, effectivement, plus on réduit et plus parfois il s'avérait que c'est plutôt les modes de torsion qui apparaissent en premier. Et donc lors d'une réponse dynamique forcée, on vient exciter par exemple par une couche limite turbulente, on peut avoir des pics de réponse en vibroacoustique pour des fréquences qui travaillent en torsion. Et concernant la masse ajoutée, une vérification de la qualité de cette définition qu'on a introduite pour essayer d'estimer cette masse ajoutée. Ici, par exemple, on voit que la valeur de cette masse ajoutée pour un mode de flexion, elle est plus importante par rapport à un mode de torsion, ce qui est cohérent quand on regarde les déformés modales. Pour finir, donc je vais reprendre un peu les éléments discutés dans cette présentation. Donc, un couplage structural acoustique a été employé pour l'extraction des modes propres en eau. Le besoin, c'était d'aller chercher l'effet inertiel, mais sans compliquer le modèle avec, par exemple, un modèle de fluide visqueux. Il y avait des tentatives, mais on était confronté à des maillages et de physiques différentes, et des temps de calcul, parfois, on avait des problèmes sur le cluster quand on faisait ce type de couplage, par exemple. Donc, on a réussi à identifier le comportement vibratoire libre. Donc, ces informations vont être intéressantes pour tout ce qui va se passer dans les calculs vibroacoustiques, parce qu'une bonne estimation de ces fréquences propres avec ce type de couplage permet en fait d'aller juger un peu la qualité des calculs vibroacoustiques en termes de pics de réponse. Les solveurs Abacus et Actran, on l'a vu, que procurent des résultats équivalents qui étaient dominés par les effets d'élasticité de la structure et donc de la nature du maillage de la structure et l'effet inertiel apporté par le fluide. Mais comme je disais, le solveur Actran, dans certaines situations, surestime la raideur. Finalement, la masse ajoutée, une première tentative de formuler une équation qui permet de quantifier cette masse ajoutée pour pouvoir comparer plusieurs itérations de calcul a été présentée, et les effets inertiels finalement n'induisent pas des modifications notables des déformées modales. Et ça, on l'a vu que ce soit en air ou en eau, en termes de déformées modales, on est plus ou moins sur des déformées qui sont équivalentes. Ce qui va changer, c'est l'ordre d'apparition et le nombre de pales qui vont voir ce mode simultanément ou à tour de rôle. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Bien, merci. Des questions, je suppose. Oui. J'ai vu là, sur le maillage fluide, vous avez mis comme limite au bord du cylindre une paroi rigide, donc il y a une réflexion. Oui. Mais donc c'est pas très naturel. Oui, exactement. Mais l'objectif ici, comme je disais, on ne voulait pas compliquer la modélisation en rajoutant une condition, par exemple, de type impédance, une PML, ou des éléments infinis pour simuler la perte de cette énergie acoustique. Ce qui nous intéressait, c'est uniquement l'apport inertiel. Et donc, on a effectivement comparé, si on complique la modélisation avec des éléments infinis, par exemple, qu'on utilise fréquemment dans les calculs forcés en vibroacoustique, on avait vu, en fait, il n'y avait pas d'effet. Donc, c'est pour ça que pour ce type d'exercice, je ne vais pas exploiter, je n'ai pas montré le niveau de pression dans le domaine fluide, parce que je sais que c'est pas ce qui m'intéresse pour ce type de modélisation. Donc ça reste valide uniquement pour reprendre l'effet inertiel, je dirais. Moi, je vais avoir une petite question aussi. Vous n'avez pas présenté de comparaison avec des mesures. Ça se fait très bien, les mesures en air, en eau, sur des hélices. Est-ce que vous avez essayé de le faire? Il y a des sonnages qui sont prévus pour pouvoir consolider cette approche. Donc d'une part sur des hélices métalliques. Il y aura éventuellement, ou je dirais certainement des hélices composites dans lesquelles on va essayer de faire d'abord un calcul statique pour un peu prendre en compte l'effet du chargement hydro sur la raideur et récupérer cette nouvelle raideur et l'injecter dans le calcul modal. Donc c'est un calcul qui se fait en deux étapes, un calcul statique linéaire avec le chargement hydro, force centrifuge. Par la suite, on va récupérer cette matrice de raideur pour l'injecter dans ce modèle-là.
Et il y avait un autre exercice sur une coque en composite d'un drone pour dérisquer le design. Donc on était amené à appliquer ce couplage. Donc là, on est en train de réfléchir pour réaliser la campagne d'essai. Donc il y aura des essais qui permettent de trancher est-ce que le modèle est finalement valide ou quels sont les points d'amélioration du modèle. En tout cas, un point où on essaie de l'améliorer, c'est la prise en compte de l'amortissement visqueux dans le modèle fluide. Donc pour cela, pour le moment, on se dit peut-être on fera un calcul inverse à partir des essais. Ça permet de quantifier, par exemple, pour un mode de flexion, cette correction visqueuse, et puis après essayer d'améliorer ce modèle qui est pour le moment purement prédictif par un coefficient de correction, quoi. Je pensais aussi peut-être que ça permettrait de départager les deux méthodes que vous avez employées, les deux solvers. En fait, les deux solvers, quand vous regardez les anciennes versions, on avait un échange avec l'éditeur du logiciel et il y avait en fait des anomalies. Donc les versions précédentes d'Actran, il y avait une erreur, et surtout à l'échelle du modèle, où il y avait une divergence. Donc en confrontant les deux solvers et en exposant les deux méthodes qui sont par ailleurs les deux basées sur un couplage fort, mais avec un maillage, type d'élément du maillage qui est différent, ils se sont aperçus qu'il y avait un problème et ça a été corrigé. C'est pour ça dans les tableaux, j'insiste sur la version 2025.1. D'autres questions ? Juste, je voulais revenir sur la conclusion, là, sur la notion de masse ajoutée là, que vous avez estimée. Quand vous dites qu'elle est indépendante de la masse du domaine fluide, c'est les calculs qui montrent que quand vous changez votre domaine, il n'y a pas d'influence sur ce résultat. Oui. C'est ça, hein, parce que ce n'était pas très clair dans le discours. Oui. En fait, on avait essayé d'agrandir la taille du domaine, mais on avait vu modifier la taille du domaine, c'est pour principalement des raisons de convergence du modèle numérique. Mais il n'y avait pas d'effet direct sur la masse ajoutée, qui dépend du ratio de la fréquence RO, donc du résultat numérique, mais principalement de la masse structurelle. Donc il n'y avait pas le terme masse du domaine fluide. Donc on avait des exemples où la masse du domaine fluide c'était 23 fois la masse structurelle, d'autres hélices au modèle où on était même à 100 fois, et on avait vu qu'il n'y avait pas d'effet sur la masse ajoutée. Par contre, dans Actran, c'est la méthode de couplage surfacique, c'est-à-dire il n'y a pas de domaine fluide. Il y a un domaine fluide, volumique, mais avant d'appliquer le couplage et le domaine, en exportant les maillages, ça on l'a vu, on avait vu en fait automatiquement, il génère un maillage surfacique fluide entre les deux domaines. On a encore le temps pour une ou deux questions. Oui. Merci. Si j'ai bien compris, l'hélice, elle est immobile, elle ne tourne pas. Est-ce que vous envisagez, de faire des calculs qui prennent en compte le fait que l'hélice tourne? Puisque dans une situation réelle, ce qui nous intéresse, j'imagine, c'est les fréquences propres de l'hélice en fonctionnement. Et quelle est la modification attendue des effets, aussi bien sur le côté raideur mécanique que sur les effets fluides? En fait, très bonne question, parce que la plupart des hélices travaillent dans un repère tournant. Ici, l'hélice est immobile, mais on avait fait un test, on voulait prendre en compte la rotation de l'hélice sur ces résultats-là. Donc on a fait un test sur une hélice métallique, donc je parle d'hélice épaisse, rigide, où on avait fait un calcul du coup séquentiel. Et pour prendre indirectement la rotation, donc le RPM de l'hélice, on a récupéré le chargement hydrodynamique, on l'a projeté sur le maillage de l'hélice, et on a additionné ça avec la force centrifuge, et on a lancé un calcul de type Kx égale F, un calcul statique, quoi. Ensuite, on a récupéré cette matrice de raideur, et on avait vu qu'il y avait la différence, elle était de l'ordre de 2%. Donc on ne sait pas, est-ce qu'à ce stade-là, c'est le modèle, ou bien parce que là, on traite des hélices métalliques, rigides, donc peut-être une comparaison avec des hélices composites, où il y aura des déformations plus importantes. Et donc la matrice de raideur est censée changer plus que pour le cas des hélices métalliques, et refaire la même chose. Ça, je parle d'un point de vue numérique.
Et sinon, il y avait des discussions avec les techniciens du bassin, et des tunnels par ailleurs, où là, ils sont en train de voir comment faire un sonnage avec une hélice qui tourne par un vibromètre laser. Donc le coût de l'essai l'essai en soi est compliqué, avec un coût très très important. Et donc, pour le moment, on se base plutôt pour une solution numérique, vu la difficulté de mettre en œuvre un essai de sonnage avec une hélice qui tourne. Oui. Excusez-moi, je suis désolé, j'ai raté une partie de votre exposé, donc peut-être que ma question tombe à plat. Les modes propres que vous essayez d'extraire, combien vous essayez d'en extraire, jusqu'à quel rang de modes propres? Est-ce que, par exemple, vous atteignez les modes caractéristiques du champ? Le critère qu'on applique d'un point de vue structurel, c'est d'extraire, idéalement, il faut extraire le nombre de modes, il faut qu'il soit égal au nombre de degrés de liberté. Mais là, on est sur des maillages un peu compliqués, donc ça devient un calcul très coûteux. Donc le critère qu'on s'est basé, on extrait des modes, un nombre n de modes, mais qui correspond en termes de masse modale, donc qui n'est que la projection de la masse structurelle dans l'espace du mode. On est sur un critère entre 80 et 90%. Et à ce moment-là, on estime qu'on a extrait les modes qui vont par la suite participer le plus lors d'une réponse dynamique. Donc finalement, le critère, c'est la masse modale. Oui, mais donc c'est plutôt des modes d'ensemble de la pale. C'est des modes couplés, on les appelle. Oui, mais les modes locaux, je parlais du champ d'hélice, sur le bord de fuite, sont des modes du bord de fuite de la pale, qui sont à des fréquences sans doute beaucoup plus hautes que celles à laquelle vous travaillez. Oui, parfois on peut apercevoir des modes locaux, mais pour le moment, c'est notre analyse, plutôt elle se passe sur les modes globaux qui font travailler toute la pale, parce que c'est les modes, encore une fois, qui font interagir plus de masse modale, et donc c'est les modes les plus pénalisants lors d'une réponse dynamique pour un système forcé. Mais souvent, c'est des modes locaux, c'est des modes à faible masse modale. Et donc on estime qu'ils sont insignifiants. Oui, mais ça sera le deuxième volet des calculs vibroac. On pourrait faire une dernière petite question, s'il y en a. Non, mais je vous remercie bien.